Madame l'ambassadrice du Liban à Berne, Madame la présidente de la Fondation Husseini, Monsieur le conseiller d'État, Monsieur le président de la ville, autorités, chers amis, invités, après une pause de 2 ans, le Château Mercier redevient cette année le cœur et reflète à nouveau l'esprit des rencontres Orient-Occident. Et dans ces heures plus que troublées, face à tous les défis auxquels nous sommes confrontés, face à tous ces dérèglements, ces conflits, qu'ils soient militaires, économiques, sociaux et même culturels, eh bien oui, pour le moins, du cœur et de l'esprit, nous en avons besoin sans doute plus que jamais. Face à une situation aussi complexe, aussi mondialement explosive, nous pouvons soit nous mettre au banc d'une société plus humaine, décider de nous asseoir sur celui de la résignation et attendre passivement la fin de nos civilisations. Mais tant qu'à parler de fin, alors soit que ce soit celle d'idéal, fin d'une nourriture équilibrée, constituée non plus de plats réchauffés, comme ceux trop souvent servis dans les cantines électorales, mais d'une nouvelle cuisine allégée des intérêts particuliers, riche de nouvelles règles dans le fonctionnement de nos sociétés, ayons faim d'une autre manière de consommer la planète, sa nature et ses ressources, une faim qui justifiera les moyens que nous devons investir pour ne pas manquer ce rendez-vous avec l'histoire. Il est plus que temps de faire preuve d'inventivité, de courage et de détermination, d'oser une audacieuse remise en question, d'une part de nos comportements individuels au quotidien et d'autre part de l'ensemble des relations internationales, supposant une nouvelle forme de gouvernance mondiale basée sur des valeurs de solidarité, de partage des richesses et du respect des droits humains. En quelques mots, de nous asseoir sur le banc de l'intelligence, de l'art et de la culture, tel celui d'Anne Blanchet dans le parc du Château Mercier, sur lequel nous sentons un cœur qui bat lorsqu'on pose son dos sur ses lattes rouges. Et si l'on sent un cœur qui bat, c'est qu'il y a de la vie, et l'espoir que le vivre ensemble est encore possible, l'espoir que du temps donné à la réflexion, au dialogue des cultures, au croisement des idées, à la rencontre entre art et pensée peuvent naître les solutions dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est toute l'ambition des rencontres Orient-Occident qui, depuis 10 ans, ont navigué non pas sur la route du soi, mais sur celle des autres, quels qu'ils soient. En commençant, lors des premières éditions, par des dialogues interreligieux, pour s'ouvrir peu à peu, au fil des différentes éditions, à des dialogues qui existentiels, certes, mais dans lesquels tant de nuages, chargés de doutes, en assombrissent aujourd'hui l'horizon. Les rencontres Orient-Occident espèrent ainsi, modestement certes, mais néanmoins avec passion, être un lieu, un moment privilégié, un instant T. T comme les talents des nombreuses personnalités réunies dans le riche programme qui vous est proposé, T comme les thèmes abordés, reflétant à la fois une actualité diverse, parfois anxiogène quand ils se font débat ou table ronde, mais disant aussi la beauté du monde quand ils s'expriment à travers la poésie, la littérature et la musique. T comme la tolérance, celle que le prix de la Fondation Husseini, remis ce soir aux rencontres Orient-Occident, souhaite en saluer le chemin parcouru depuis 10 ans. T comme le tournant que nos sociétés dans tous les domaines doivent négocier sans tarder pour ne pas les voir s'enflammer comme tant de forêts à travers le monde. Et si du feu il doit y avoir, eh bien, que ce soit le feu sacré, celui que nous devons raviver pour redécouvrir ces valeurs essentielles qui furent un jour celles des Lumières, tant en Occident qu'en Orient, mises à mal aujourd'hui par la mondialisation, par les dérives d'un capitalisme exacerbé, par des totalitarismes affichés ou qui s'en fichent de se cacher derrière le masque de faux sourires démocratiques, par cette haine gangrénant des réseaux qui n'ont plus que le nom de sociaux. Si du feu il doit y avoir, que ce soit celui que nos politiciens doivent user avec courage pour brûler ce parfait combustible bien souvent en usage qu'est la langue de bois. Que ce soit celui de l'incandescence de la jeunesse qui doit se mobiliser davantage et par tous les moyens pour défendre son avenir à travers un véritable engagement citoyen. Que ce soit celui qui anime depuis 10 ans les rencontres Orient-Occident avec le rêve de voir le Château Mercier en rayonner l'esprit toujours plus haut, toujours plus loin et de manière pérenne. En 1990, le domaine de Pradec fut un don de la famille Mercier au canton du Valais. Aujourd'hui, ce château pourrait à son tour avoir le don d'être durablement un phare intellectuel, un creuset pour des idées novatrices au rayonnement dépassant largement nos frontières, d'être en écho au technopôle de Sierre,
un idéopôle de rencontres et de dialogue des cultures, au service surtout de la jeunesse de ce canton. Tels sont mes vœux pour cette 10e édition des Rencontres Orient-Occident. Je vous remercie de votre attention et passe maintenant la parole à M. Pierre Berthaud, président de la ville. Madame l'ambassadrice, Monsieur le conseiller d'État, Mesdames et Messieurs les représentants de la Fondation Husseini, Mesdames et Messieurs, chers amis, à mon tour, à la suite de René Pierranti, de vous adresser un message. Je dois vous dire que c'est une chance et un privilège que de pouvoir s'exprimer et de porter un message. Et il me semble que c'est l'une des forces des rencontres Orient-Occident que de porter des messages, ce qui n'est jamais anodin. Être porteur de messages, être messager, offre à l'émetteur la possibilité de transmettre une idée, un concept, une information. C'est l'un des rôles essentiels d'une rencontre que de permettre aux participants d'échanger leur point de vue sur des sujets divers et variés. Excusez-moi, ces propos somme toute très triviaux, mais ce rappel me semble important. Important car dans ce XXIe siècle déjà bien engagé, je me permets à la suite de beaucoup d'interroger la portée des messages émis. Le message est-il bien entendu ? Si les antiques voyaient en Hermès le messager des dieux, de notre temps, Hermès est marchand de produits de luxe. Or, l'Hermès des antiques n'était pas uniquement un messager. Il était également celui qui apporta à l'humanité l'étincelle qui permit d'allumer la flamme. Le feu qui réchauffe, le feu qui éclaire. Mais force est de constater que nous vivons un monde où les messagers sont bien nombreux. De leur nombre ne rejaillit pas forcément, de loin pas, la flamme qui éclaire l'âme et l'esprit. Et dans cette société hyper connectée, qui est parcourue de fake news et de réalités alternatives, les messages peuvent être brouillons, paradoxaux, antinomiques. Les messages peuvent assommer, parfois par leur nombre et leur contenu, des récepteurs qui, eux, ne parviennent qu'avec effort à trier le bon grain de livret. C'est une drôle de période tout de même, celle que l'on vit, une période où l'on donne autant de poids au poste d'un Tartampion qu'à celui d'un prix Nobel. Alors, face à ce flux continu d'images, de sons, de textes, de messages en tout genre, rares sont les espaces qui offrent la parole à un échange véritable. Rares sont les moments où les débats peuvent porter sur des sujets primordiaux, et ce, dans le respect mutuel. En cela, mesdames et messieurs, les rencontres Orient-Occident sont essentielles. Elles portent, elles aussi, intrinsèquement, un message. Elles offrent l'espace à la parole, à la complexité, à la diversité. La haute qualité des échanges et la sensibilité des artistes et intervenants qui participent à ces rencontres annuelles permettent, face aux troubles du monde, de se raccrocher au chemin des possibles, d'imaginer un demain meilleur, différent bien que semblable, mais toujours un demain sensible, conscient, tourné vers la rationalité, le dialogue et la compréhension. C'est ainsi une fierté pour la ville de Sierre que d'être l'hôte d'une organisation qui, depuis de nombreuses années, porte ses valeurs empreintes d'humanisme et de respect. En cela, la remise officielle ce soir du prix de la Fondation Husseini de la tolérance est une très belle reconnaissance pour le travail accompli. Ce travail de mise en relation, d'échange et de rencontre. La remise de ce prix est d'autant un honneur pour ses récipiendaires que pour la cité qui les accueille. Dès lors, mes remerciements n'ont pas d'usage, mais francs et sincères à la Fondation Husseini et mes félicitations, tout autant franches, aux rencontres Orient-Occident du Château Mercier par leurs organisateurs. Mesdames et messieurs, en toute simplicité, j'invite de mes vœux que ces messages soient portés, qu'ils portent loin, loin à la ronde, et afin qu'ils puissent, telle une ruse de l'histoire, s'instiller dans les pensées tant de celles et ceux qui décident, mais aussi, voire surtout, chez toutes celles et ceux qui n'ont pas oublié d'entendre. Merci. Merci, Monsieur le Président de la Ville, non seulement pour
vos mots, mais aussi pour tout le soutien que la ville de Sierre, par son service de la culture, apporte durant toute l'année au Château Mercier et particulièrement aux rencontres. J'ai bien entendu le message et je sais que grâce à la commune et à son soutien, quand c'est un travail de longue haleine, eh bien, on va pérenniser, je suis sûr, cet esprit des rencontres encore bien longtemps. Et je passe maintenant la parole à Monsieur le conseiller d'État, Mathias Reynard. Merci René Pierranti, Madame l'ambassadrice, Monsieur le Président de la ville, Mesdames et Messieurs, c'est un plaisir d'être parmi vous ce soir. Le meilleur aboutissement de l'éducation est la tolérance. Cette citation nous est offerte par Hélène Keller. Même si je m'exprime devant un public très cultivé, peut-être que certaines ou certains ne la connaissent pas. Cette femme de lettres américaine, née à la fin du XIXe siècle, est devenue aveugle, sourde et muette à l'âge de 19 mois. À force de persévérance, elle étudie, progresse, consacre sa vie à donner une voix aux opprimés, aux ouvriers, aux femmes et aux minorités. Éduquer pour conduire à la tolérance, c'est ce que permettent finalement ces rencontres. Échanger, dialoguer, aller à la rencontre de cultures différentes. C'est le seul moyen de faire naître la tolérance. La transition est toute trouvée avec le prix de la Fondation Housseimi de la tolérance qui vous est remis ce soir. Et quel honneur quand on voit la liste des précédents bénéficiaires de ce prix. Ce prix vient récompenser, je cite le descriptif, une personne ou une institution qui, par ses idées et surtout ses actes, son œuvre, son action, son travail en matière d'éducation ou son engagement en faveur du respect des droits de l'homme, contribue de façon déterminante à plus de compréhension entre les hommes et à un monde plus tolérant. Quelle reconnaissance aujourd'hui pour ces rencontres. Cette reconnaissance vient couronner 10 ans de rencontres Orient-Occident, 10 ans d'échanges fructueux, de dialogue, de réflexion nécessaires pour bâtir des ponts entre les peuples, contribuer à un monde plus ouvert et tolérant. Rencontrer, c'est aller vers l'autre. Mais rencontrer, c'est surtout s'ouvrir à l'autre. C'est tout mettre en œuvre pour tenter de le comprendre, l'accueillir, malgré les différences culturelles ou les divergences d'opinion. S'il faut être deux pour une rencontre, celle-ci ne peut s'opérer que lorsque les deux parties sont dans le même état d'esprit. Un état d'esprit d'ouverture, de curiosité intellectuelle, ce qui, je crois, vous réunit ce soir, et de bienveillance. Dans une époque marquée par le saut du repli identitaire, de la rupture du dialogue, des inquiétudes grandissantes liées aux conflits armés ou au changement climatique, nous avons plus que jamais besoin de dialoguer, d'élargir nos horizons. Il est primordial de se confronter au sens premier du terme, s'évaluer, à d'autres réalités que la nôtre, pour saisir la richesse, la complexité de notre monde, et considérer cette richesse comme une occasion d'explorer d'autres chemins, d'entrevoir d'autres approches, de mettre d'autres lunettes. Si les rencontres Orient-Occident s'attachent à tisser des liens entre les cultures du bassin méditerranéen, elles peuvent également être une inspiration dans un pays ou un canton comme le nôtre. En effet, chez nous aussi, nous composons au quotidien avec des sensibilités différentes, des origines diverses. Ce qui s'est passé ces dernières semaines et le grand accueil et la grande générosité, l'hospitalité de la population valaisanne à l'égard des populations ukrainiennes doit non seulement nous réjouir, mais aussi nous interroger sur le regard que nous portons sur les autres personnes, sur les autres réfugiés. Le chemin a à nouveau été repris par de nombreux réfugiés de par le monde. Interrogeons-nous aussi sur l'accueil que nous réservons à ces personnes. Orient et Occident, Est et Ouest, sur la boutade, si l'on s'en tient à la notion strictement géographique, notre canton est également, et notre pays, divisé en une partie orientale, alémanique, et occidentale, romande. Cette frontière, bien qu'intangible, se manifeste parfois de manière évidente. À nous aussi d'être à l'écoute, de construire un dialogue sincère, engagé, afin de pouvoir avancer sereinement, ensemble, dans la même direction. Nous devons permettre à l'ensemble de la population résidant dans notre canton de pouvoir bénéficier de nos actions sociales, d'accéder à notre système de santé,
ou encore de profiter de la richesse de l'offre culturelle valaisanne. Pour y parvenir, il faut d'abord une reconnaissance, une considération de toute cette diversité culturelle, linguistique. Là encore, le dialogue, l'écoute, la compréhension des préoccupations de chacune et chacun sont des conditions essentielles pour continuer à construire, à bâtir un canton plus solidaire, plus inclusif. En préambule, je vous disais que rencontrer, c'était aller vers l'autre, s'ouvrir à l'autre, et je terminerai par d'autres mots d'un grand romancier. Le futur, ce n'est que du présent qui se précipite à notre rencontre. Puissent donc les rencontres d'Orient-Occident nous aider dès aujourd'hui, et j'en suis sûr quand je vois le programme haut en couleur de ces prochains jours, puissent ces rencontres nous aider à bâtir un monde plus juste, plus solidaire, dans lequel nous voulons vivre. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite de magnifiques rencontres. Merci, Monsieur le Conseiller d'État, pour vos mots. Je pense que vous avez parfaitement compris l'esprit des rencontres et le rôle que ce Château Mercier, propriété d'ailleurs du canton du Valais, peut être amené à jouer, et joue d'ailleurs à travers ces rencontres. Il se situe finalement pas pour rien à la frontière linguistique entre le Haut et le Bas-Valais. C'est déjà peut-être tout un symbole au départ de cultiver cet esprit de rencontre et de dialogue. Et puis en vous écoutant, il m'est revenu aussi le souvenir en fait que déjà la famille Mercier étaient en quelque sorte des réfugiés puisqu'ils ont fui la France après la révocation de l'édit de Nantes, et que quelque part, en donnant ce château au canton du Valais, avec une mission de favoriser justement le dialogue des cultures, la rencontre et tout cet aspect pédagogique, eh bien, il y a là quelque chose qui s'articule de manière tout à fait aujourd'hui évidente, et je me dis qu'avec 10 ans de recul, que peut-être ces rencontres avaient intuitivement pressenti, et j'espère simplement que ça pourra encore durer longtemps. Merci en tout cas de votre présence. Merci du soutien aussi du canton du Valais qui a la lourde charge aussi d'entretenir ce magnifique domaine. Et puis j'en profite juste, vous me permettrez de saluer le nouveau chef du service de la culture, M. Alain Dubois, avec qui je me réjouis de collaborer prochainement. Et maintenant, je passe la parole à M. Montrayon. Bonsoir, Madame l'ambassadrice, Monsieur le conseiller d'État, Monsieur le président de la ville de Sierre, cher ami Antilles. C'est un vrai bonheur que d'être ici parmi vous aujourd'hui, dans cet endroit si sympathique et si familial aussi. On est un peu comme ces acteurs dans ces petits théâtres, vous savez, qui touchent presque les spectateurs. Cette maison Mercier, oui, des réfugiés, hein, c'était des protestants en terre valaisanne. Je vous salue tous, et en particulier ma grande amie Gabrielle Lanchen. Si j'avais plus de temps, je vous parlerais de l'aventure que nous avons menée ensemble avec le Forum de Cordoue, mais ce n'est pas le lieu. Je suis heureux d'être ici aussi parce que la Fondation Oussemi, dans le passé, a pu aider les Journées Orient-Occident dans l'organisation de leur programme. Et ça n'est peut-être pas un hasard si aussi nous sommes aujourd'hui tous réunis. Je voudrais vous dire d'abord quelques mots sur le fondateur de notre fondation, Khaled Oussemi, dont j'ai le plaisir d'avoir Maria, sa fille, comme notre présidente, car il est décédé il y a presque un an aujourd'hui. Khaled Oussemi, sa famille venait de loin, elle venait de Basra en fait à l'origine, mais son père s'est installé à Damas où il a joué un grand rôle pendant une certaine époque. Et puis sont venus des revers de fortune. Et Khaled s'est retrouvé jeune étudiant, à 20 ans, quasiment sans le sou, à Beyrouth. Mais il avait le génie du commerce. Et il a pu faire, comme il le disait lui-même, à l'époque où on pouvait encore faire fortune honnêtement au Moyen-Orient,
il a fait une fortune considérable, qu'il a d'ailleurs entièrement perdue grâce à Gamal Abdel Nasser, et puis qu'il a refaite une deuxième fois par la suite. C'était un homme tout à fait exceptionnel, car d'une discrétion extraordinaire. À la limite, il est peut-être gêné que je vous en ai autant dit sur lui aujourd'hui. Mais il était aussi d'une générosité extraordinaire. Et quand il a créé sa fondation en 1989, après avoir obtenu l'accord de sa fille et de son fils, car il les privait quand même de quelque chose, lorsqu'il a créé sa fondation, il a écrit que c'était le plus beau jour de sa vie. Et grâce à lui, non seulement ses amis, les membres du conseil, ont pu se retrouver un peu dans les, je ne sais pas, dans les traces du bon Dieu, parce qu'ils ont pu changer des vies. On a changé des centaines de vies. On a dépensé 20 millions pour donner des bourses à des étudiants qui avaient comme caractéristique d'avoir au moins une demi-licence, d'être brillants, d'avoir de très bonnes notes et de plus avoir les moyens pour continuer. Et ces étudiants, croyez-moi, si j'avais plus de temps, j'aimerais vous raconter certaines de leurs histoires. Parce que je ne citerai que l'un d'entre eux, qui aujourd'hui est diplomate rwandais et qui a commencé comme boursier alors qu'il gardait la motocyclette de mon fils qui travaillait pour le CICR au Rwanda et qu'il avait décidé d'abandonner ses études parce qu'il n'avait que 80 $ par mois pour vivre et il lui en fallait 120. Bref, il y en a des dizaines comme ça. J'ai récemment reçu une lettre d'un Colombien qui dormait dans les pissoirs de la gare de Genève et qui, par hasard, rencontrant aussi mon fils, un autre, dans un jeu de football à Genève, va me voir au bureau, à l'époque où j'étais secrétaire général du scoutisme mondial, me parle de ses problèmes, obtient le lendemain, par hasard, on avait une séance, une bourse, et aujourd'hui est directeur de Nestlé en Colombie. Et des comme ça, je pourrais vous en raconter beaucoup. Donc pendant 10 ans, la Fondation Osemi s'est essentiellement consacrée à financer des bourses d'étudiants. Et puis notre président s'est dit qu'il fallait faire plus pour promouvoir un monde de tolérance. Et là, je reprends une de vos phrases, monsieur le conseiller d'État, et j'avais fait un jour une conférence sur le thème très semblable à celui que vous évoquez, et qui disait, je l'ai noté ici en vous écoutant, l'ignorance est la mère de l'intolérance, au même titre que l'éducation est la mère de la tolérance. Hein. Mais vous phrasez les choses d'une manière plus positive que moi. Et donc, on a décidé au Conseil de créer ce prix Fondation Osemi pour la tolérance. Le premier à qui on l'a donné, comme vous l'avez vu dans le programme d'aujourd'hui, fut Nelson Mandela. Pourquoi Nelson Mandela? Parce qu'il se trouvait que comme délégué du CICR, je l'avais vu 6 fois en 3 ans dans des entretiens sans témoins dans la prison de Robben Island, et que nous avions gardé des liens et que je l'avais vu encore 7 ou 8 fois avant et pendant et après sa présidence de la République. Et puis, son nom s'imposait. Donc, on lui a donné le premier prix de la Fondation Osemi de la tolérance. Ceci dit, après Mandela, qui? Quelqu'un peut proposer un nom dans la salle? On s'était créé un problème. Heureusement, dans les statuts du fonds, on avait prévu de pouvoir les donner à une institution
et pas seulement à un homme. Ouf, on n'avait pas besoin de trouver un Mandela bis. Et donc, on l'a donné au Festival de Fès des musiques sacrées du monde. On a beaucoup aimé cette idée qu'alors que les religions se font se battre les hommes, on puisse organiser un festival de musique sacrée à Fès. Une idée soufie, je vous signale, comme beaucoup d'idées qui viennent d'un islam ouvert au monde. Après Fès, on avait toujours le problème Mandela. Alors on a décidé de donner le prix à un mort. Comme ça, il n'y avait pas de compétition. Et on a choisi Abdelkader. Alors, ceux d'entre vous qui connaissent un peu l'histoire des guerres coloniales savent qu'Abdelkader était le grand résistant algérien à la colonisation française. Longue histoire, il termine en prison et puis il est exilé en Syrie. Et là, en Syrie, en 1860, lui, musulman, mais soufi aussi, musulman, se rend compte qu'il y a un projet des Druzes pour tuer tous les chrétiens de Damas. Une Saint-Barthélemy préparée à l'avance avec des signes marqués sur les portes des chrétiens. Que fait-il? Il prend son armée, ou sa smala, comme il l'appelait, et les poste devant les portes des chrétiens de Damas. Il sauve, les historiens hésitent, entre 10 000 et 20 000 personnes. Ça méritait bien le prix de la tolérance. Qu'on lui a donné, pas à lui, évidemment, on ne peut pas le poser sur sa tombe, mais on a financé des recherches sur Abdelkader. Bon, je vais un peu plus rapidement. Ensuite, on a pensé donner le prix de la tolérance à une organisation suisse, finalement. Et là, on a très naturellement pensé à CO, anciennement Réarmement Moral, et puis qui est devenu Initiative et Changement sous l'influence de Cornelio Sommaruga, ancien président du CICR, dont chacun sait tout ce qu'ils ont fait pour le dialogue interculturel entre combattants même parfois. Ensuite, à la Fondation Hirondelle, que vous connaissez tous, je pense, cette fondation qui est née en fait des massacres du génocide du Rwanda en 1996, à cause de la radio des Mille Collines, qui était une radio Hutu qui encourageait le massacre des Tutsis. Et un certain nombre de gens de la radio suisse romande se sont dit il faut absolument qu'on crée des radios indépendantes en Afrique. C'est ce qu'ils ont fait, et là aussi, très beau modèle de tolérance. Puis il y a eu un Libanais dont je ne vous raconterai pas l'histoire, sauf pour dire que, et vous le savez bien, Madame l'ambassadrice, ce n'est pas très facile de trouver un Libanais acceptable par tous les autres Libanais. Et nous avons donc choisi Michel Zakour, sur la suggestion, bien sûr, de Khaled Hosseini. Et enfin, aujourd'hui, les journées Orient-Occident, qui, à notre avis, sont parfaitement dans la ligne de notre vision du monde et des choses. Avant de passer, parce que j'ai promis quelques anecdotes par rapport à Mandela pour donner un caractère un peu plus humain à cette passion, je voudrais encore signaler une chose dont la Fondation Hosseini s'occupe. C'est un petit bijou de palais, à peu près grand comme cette maison, mais plus vieux, à Cordoue. Cordoue, comme vous le savez, est une ville symbole de tolérance. Je pense que parmi vous, beaucoup ont visité Cordoue, ont vu cette extraordinaire mosquée dans laquelle Charles Quint a planté sa cathédrale, mais qui reste un monument
absolument superbe. Et grâce à la coexistence, à la convivence de ces deux symboles religieux, reste véritablement un symbole de tolérance. À Cordoue, il y a un endroit qui s'appelle la Torre Calahorra. C'est en face de la mosquée, c'est à travers le pont romain, et c'est un musée de Al-Andalus. Et Al-Andalus, c'est cette période un peu mythique qui en fait n'a pas duré si longtemps. Peut-être que la période de tolérance a duré 70 ans, mais quand même, qui reste un symbole de vie commune possible sous la férule de l'islam, entre les trois grandes religions du livre. Et Khaled Hosseini a été convaincu d'investir dans l'achat de ce petit palais que nous avons transformé en une bibliothèque de Al-Andalus, bibliothèque vivante de Al-Andalus, dans laquelle se retrouve toute la littérature relative à cette période et d'une manière générale à la tolérance. Je vois qu'il me reste encore, comme prévu, parce que j'ai promis d'être fidèle au temps disponible. Oui, il me reste encore effectivement jusqu'à 19h. Alors, j'avais mis comme thème quelques mots sur Mandela, premier prix Fondation Hosseini de la tolérance. Parce que comme j'ai eu le privilège, comme délégué du CICR, il y en a d'autres ici dans la salle qui me font le plaisir de venir aujourd'hui, d'être délégué général pour l'Afrique dans les années 72 à 75, une partie de mon travail était de visiter Mandela en prison. C'était, comme je pense la plupart d'entre vous le savent, des entretiens sans témoins, et ST, où on est seul à seul avec le prisonnier dans sa cellule. Je l'ai vu 6 fois pendant une période de 2 à 3 ans. Il faut vous imaginer que quand un prisonnier ne voit, à part son gardien, qu'une seule personne, et que c'est le délégué du CICR, très rapidement, ça crée un contact d'homme à homme tout à fait exceptionnel. Et c'est là, alors qu'il était au fond du trou, que j'ai pu prendre conscience de la dimension du personnage. La première fois que je lui rends visite, je ne m'en suis pas tout à fait rendu compte, mais celui qui m'a amené à m'en rendre compte, c'est le porteur qui m'a mis mes valises dans ma chambre à l'hôtel. Pourquoi ? Parce que, après avoir reçu son dash, ce porteur, noir évidemment, on est en plein apartheid, me dit « Est-il vrai que vous avez été sur l'île ?» Là, je me méfie. On sait bien que le Bureau of State Security, le boss, qui était un peu le service secret sud-africain, nous suit de très près. Et je lui dis, c'est pas tes oignons, it's none of your business. Très sec. Il ignore ma réponse et il me dit, have you seen Madiba? Avez-vous vu Madiba? J'aurais dû savoir. C'était une faute professionnelle, en fait. Je ne savais pas que Madiba était le petit nom que les Africains donnaient à Mandela. Je lui réponds, it's none of your business. Et là, il ignore ma réponse et il me dit, did you shake his hand? Lui avez-vous serré la main? Et je prends la chose comme la question de, êtes-vous le genre de blanc qui serre la main d'un noir? Et très spontanément, je dis, of course, bien sûr, je lui ai serré la main. Et le type plonge à mes genoux, prend ma main droite et embrasse la main qui a serré la main de Mandela. Là, j'ai compris quelle était la dimension
de cet homme pour son peuple. J'étais particulièrement attentif les fois suivantes où je l'ai revu. Mandela ne m'a presque jamais parlé de sa condition de prisonnier, sauf qu'il lui fallait un lit, il dormait par terre, il nous a fallu 3 ans pour obtenir un lit. Mais il m'a toujours parlé de la condition des autres, qui n'étaient pas dans la single cell session, dans les VIP, si vous voulez, de la détention. Il avait cette constante préoccupation des autres. Une fois, il m'a parlé de lui, et c'est une anecdote avec laquelle je terminerai mon exposé. À un moment donné, vers la fin, lors de ma 6e visite, alors que je savais que je ne reviendrai plus comme délégué général parce que j'allais devenir directeur de la doctrine et du droit, donc je ne visiterai plus les prisons, donc plus lui ni la sienne, j'étais très inquiet, irrité du manque de progrès qu'on faisait dans certains domaines. Des histoires d'arrivée d'eau chaude, des histoires... on avait obtenu quelque chose de très important, c'était l'accès à l'éducation. Grâce à ça, quand même, ces gens qui sont restés plus de 20 ans en tôle et qui ont pu diriger l'Afrique du Sud à leur sortie de prison, tous ces gens de l'ANC ont acquis une culture, une formation qui leur ont permis de diriger le pays. Mais là n'est pas la question. Il y avait des tas de choses qu'on voulait obtenir et qu'on n'obtenait pas. Et je lui dis, est-ce qu'il ne faudrait pas que nous suspendions nos visites, histoire de les forcer à accepter? Et il me répond, don't do that, they'll call you a bluff. What matters is not so much the good you bring as the bad you prevent. Ne faites pas ça, ils vont call you a bluff. Ce qui est important, ce n'est pas seulement le bien que vous amenez, mais le mal que vous empêchez. Et quelque part, c'est impossible, quand on raconte ça, de ne pas penser à la problématique de l'Ukraine aujourd'hui, où on sait, le directeur général du CICR l'a dit, où on sait qu'il y a des milliers de prisonniers et qu'on n'en visite que quelques centaines. Et dans quelle mesure faut-il dénoncer ces choses au risque pour pouvoir faire plus, d'en arriver à faire moins? Ce sont vraiment des problèmes qui sont des problèmes de conscience absolument existentiels et auxquels je trouve Mandela a donné une réponse superbe. Mais sa plus belle réponse est un peu le motif pour lequel il a eu ce prix de la tolérance, notamment, un des motifs, c'est cette dernière anecdote. À la fin, lors de ma 6e visite, il me montre une lettre censurée de sa femme. Toutes les prisons du monde, on censure les lettres. Et on les censure de telle manière qu'on ne peut pas savoir ce qu'il y a sous l'encre noire qu'on a mise. Et son censeur était un personnage sadique qui avait l'art, en traçant certaines phrases, de donner un double sens aux mots, en l'occurrence de sa femme. Et là, il me montre une lettre, qui était sans doute une lettre d'amour. La femme de Mandela était mal conduite après, mais tout à fait bien pendant qu'il était en prison. Elle était parfaite tant qu'il était en prison. On pouvait penser qu'elle avait un autre homme dans sa vie, selon comment on lisait cette lettre. Et moi, je lui dis, mais Nelson, parce qu'à ce moment-là, on était vraiment de lui très proche, je vous admire. Vous ne paraissez pas haïr ce type. Mais moi, si j'étais vous, I'd hate his guts, je le haïrais. Ce n'était pas une remarque très Croix-Rouge, je vous l'accorde, mais très spontanée. Et lui me dit, ne haïssez jamais. La haine
ne nuit qu'à celui qui hait. Never hate. Hate only harms him who hates. Et c'était une politique. C'était pas juste une phrase comme ça. Parce que quelques années plus tard, enfin plusieurs années plus tard, en 91 à Oslo, lors d'un rendez-vous qui s'intitulait d'ailleurs Anatomy of Hate, qui était organisé par Elie Wiesel, et où il y avait du très beau linge, il y avait Mitterrand, c'était Madame Brundtland qui gérait tout ça. Tiens, le hasard des places à table faisait que Mandela, Morayon, on était assis l'un à côté de l'autre. Bon, on a profité pour bavarder. Et puis il y avait là un type qui s'appelait Byron Hovey, qui était le président de la Croix-Rouge du Zimbabwe, et qui se tourne vers Mandela et qui lui dit « Madiba, je vous admire. Je n'ai passé que 6 mois en prison et je n'arrive pas à enlever la haine qui brûle encore en moi. » Et Mandela lui dit, en 91, la phrase qu'il m'avait dite du fond de sa tôle en 75, « Never hate. Hate only harms him who hates. » Voilà le message que je voulais vous laisser pendant les 25 minutes que vous m'avez accordées. Merci, M. Morayon, pour ce grand moment d'émotion et cette belle leçon de vie résumée en quelques phrases, quelques mots de Mandela. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter après cela. Merci infiniment. Bonsoir. C'est un vrai plaisir de me retrouver au Château Mercier et c'est un énorme honneur, au nom de mon père, qui n'est pas présent, bien sûr, de vous donner ce prix pour la tolérance que vous méritez incroyablement. Bravo. Merci, madame. Bravo. Je vous embrasse. Merci infiniment. Merci, madame Moussaïmi, pour ce geste déjà très, très généreux et qui, bien sûr, qui est un soutien extraordinaire, mais qui est surtout aussi un éclairage important pour les rencontres et qui permet, j'espère, de montrer aussi à quel point peut-être cette voie qui a été prise mérite d'être poursuivie. C'est en tout cas un immense soutien moral. Et j'aimerais bien associer aussi Marie-Laure Sturm, qui est depuis le premier jour... Bien, Marie-Laure. Merci à vous. Est-ce que tu veux dire quelques mots, Marie-Laure? Non. C'est magnifique. En tout cas, je vous suis infiniment reconnaissant. C'est nous qui sommes reconnaissants. Merci. Ah, s'il vous plaît. Alors, on va poursuivre maintenant en musique, si vous le voulez bien. Pardon? Montrez. En plus, c'est magnifique. Il aura en tout cas sa place au Château Mercier. Et après avoir entendu M. Moussaïmi faire allusion à l'Andalouse et à ce qui se passe, à ce palais que vous rénovez, je me dis que si un jour peut-être le Château Mercier pouvait devenir en quelque sorte aussi ce palais qui rappelle un petit peu cette convivence, eh bien c'est vrai que depuis le premier jour des rencontres, ce serait un chemin qui se serait bien concrétisé. C'est en tout cas mon vœu le plus cher. Merci infiniment. Merci à vous. J'invite maintenant les musiciens à prendre place pour la partie musicale et je reviens tout à l'heure si vous me permettez.
sans voix après tout ça, mais enfin, écoutez, un grand merci aux talentueux musiciens de la Menuhin Academy. Je vais essayer de les citer sans trop amocher les noms, je suis désolé. Sarah Ispas, Bogdan Lutz, Ladislav Ozachi et Cyprien Langagne. C'était vraiment un grand moment de virtuosité et d'émotion qui met un beau terme à cette partie officielle. Arrivé donc au terme de cette partie, je voudrais adresser juste quelques remerciements, je serai court, je vous rassure. Tout d'abord à Marie-Laure Sturm, infatigable coordinatrice des rencontres, qui veille avec passion, rigueur et pugnacité à en maintenir l'esprit et la ligne. Merci à Charles et Pascal Mella, Charles Feber, Jean-Philippe Rapp, Reda Benkiran, Hassan Gaziri, Thomas Mur, Younes Adjaraï et Louisa Balin pour leurs précieux conseils, leur soutien sans faille et leur si généreuse disponibilité. Merci à Karine Patuto, que vous avez peut-être croisée à l'entrée, indispensable collaboratrice qui, depuis des mois, assure avec compétence et efficacité toute l'organisation nécessaire à la bonne réalisation de la manifestation. Merci à toute l'équipe du Château Mercier, en particulier à son chef Antonio Guerra et à Hanan Edaoui, qui permettent d'assurer un accueil de nos hôtes aussi généreux que convivial et qui vous ont préparé le cocktail apéritif qui suit, avec toute l'équipe de cuisine. Merci à tous les techniciens, partenaires, prestataires de services qui, à divers titres, assurent le bon fonctionnement des rencontres, en particulier Stéphane Tangoli, Isabelle Fanatier et Giacomo. Merci aux sponsors, la Loterie Romande, le Service de la Culture de la Ville de Sierre, la Fondation Coromandel, la Banque Raiffeisen, le Conseil de la Culture du Canton du Valais et bien sûr la Fondation Hussein. Merci à tous les médias qui nous suivent depuis toujours et assurent la couverture de la manifestation. Merci aux 4 mousquetaires de la Team Academy, Omar, Luca, Victor et Karim, qui assument la communication sur les réseaux sociaux. Merci à tous les intervenants, conférenciers, modérateurs, artistes, partenaires, qui ont accepté de nous faire confiance et enrichissent de leur présence cette nouvelle édition. Merci enfin à toutes celles et ceux qui, à divers titres, contribuent à la réussite des rencontres. Merci à vous tous qui suivez avec intérêt, un intérêt sans cesse grandissant, l'ensemble des événements mis au programme des rencontres. Grâce à vous, grâce à la magie et l'âme du Château Mercier, elles ne cessent de gagner en intensité, tout en conservant ce qui fait leur spécificité, leur force et leur qualité, à savoir un savant dosage de réflexion intellectuelle et de partage d'émotions. Vive la 10e édition des rencontres Orient-Occident du Château Mercier. Bonne soirée, bon festival, bon apéritif.